Tous les vendredis, en tout cas, vous nous parlez de l'évolution de l'opération Ndobo. Il y a évidemment cette problématique de braquage pour laquelle le président de la République avait dit des choses à la dernière réunion du Conseil de ministres avec des instructions qui vous ont été redonnées à ce sujet. C'est aussi l'occasion de nous permettre d'avoir un peu une idée sur les bilans de cette opération que vous conduisez pas seulement à Kinshasa. Oui, effectivement, la lutte contre la criminalité est une des préoccupations et grandes actions conduites par le ministère de l'Intérieur, qui ne concerne pas seulement la ville de Kinshasa. Dans ce cadre-là, depuis avant le mois de janvier de cette année, nous avions initié une série de réflexions avec le commandement général de la police nationale congolaise principalement, qui nous ont amené à la mise en place d'une opération spéciale que le commandement de la police lui-même a dénommée Opération Ndobo, qui a fait ses preuves au mois de décembre, principalement dans la ville de Kinshasa. Et par la suite, il avait été décidé que cette opération soit dupliquée dans les provinces, les villes qui avaient un besoin en appui technique et financier dans le domaine de la lutte contre la criminalité. Chose qui a été présentée aussi en Conseil des ministres et validée, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons déjà la province du Congo central, la province du Haut-Katanga, la province du Kwango et actuellement là maintenant depuis notre itinérance ici, la province du Lualaba qui bénéficie d'un appui technique et financier principalement du commandement général de la police nationale congolaise dans la lutte contre la criminalité, c'est-à-dire l'opération Ndobo est effective. Elle est effective dans ces différentes provinces. C'est vrai qu'il a été identifié dans cette problématique-là un nouveau type de criminalité, surtout dans la ville de Kinshasa, avec des braquages, un groupe de personnes qui opèrent à chaque fois de la même manière, avec des motos, dans des coins assez similaires, avec des pratiques assez similaires. Et par rapport à ce phénomène, nous avons dû, au cours des réunions d'évaluation de la lutte contre la criminalité, nous avons pris l'initiative et à la suite des instructions que nous avons reçues du président de la République en Conseil des ministres, nous avons pris la décision d'intégrer dans l'opération Ndobo cette criminalité-là, les braquages. Ce qui fait qu'un plan opérationnel additif a été mis en place et est en exécution depuis aujourd'hui, je peux dire, près de 2 semaines, une dizaine de jours, qui implique différents services qui ont des responsabilités dans la question sécuritaire, la police, mais au-delà de la police nationale congolaise, nous avons impliqué d'autres services qui sont en œuvre et aujourd'hui, je crois que ça a déjà commencé à porter des fruits. Nous avons pu intercepter à travers cette opération un braquage dans la commune de Lemba où nous avons mis la main sur certains éléments de cette bande organisée. Par la suite, la journée d'hier, jeudi, la police nationale congolaise a réussi à une très grande opération en mettant la main sur le chef de bande de ces braqueurs. Donc je crois que la journée d'hier pour cette opération-là est une grande journée parce qu'en mettant la main sur le chef de bande, ça permet aux services de défense et de sécurité d'avoir suffisamment d'informations et de contrôle sur toute cette organisation qui a dérangé les populations de Kinshasa les semaines dernières. Les opérations vont continuer parce qu'il s'avère que c'est vraiment une bande organisée, ils sont à plusieurs. Il y en a encore qui sont en liberté et qui peuvent peut-être nous surprendre ce soir ou demain. Mais moi je suis convaincu, comme je l'avais déjà dit, que la police nationale va mettre la main sur ces criminels, va les neutraliser et ça nous permettra d'avoir suffisamment non seulement d'informations mais d'expérience sur cette problématique
parce que c'est souvent des réseaux de criminels qui travaillent en complicité dans différentes provinces. Et je crois que ça va nous permettre de mieux les neutraliser. Alors, sur l'autre question que vous avez posée... VPM, avant de continuer, une question de précision. Oui. Ça veut dire que celui qui a été happé par la police, c'est les commanditaires du braquage qui s'est passé vers l'université de Kinshasa. Oui, c'est effectivement lui qui organise tout le réseau des gens qui ont opéré des braquages dans les différents quartiers, communes et même à l'université de Kinshasa. Déjà, ceux qui sont passés en jugement en début de semaine et qui ont été condamnés à l'audience qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, à Matete, c'est ce réseau-là. Et ils sont passés à certains aveux. Donc c'est tout un réseau organisé et le chef de bande a été capturé hier jeudi. Ah, très bien. Merci. Vous pouvez continuer pour... C'était une précision essentielle parce que c'est un cas qui a sémé un peu de traumatisme dans l'opinion. Et c'est une précision significative sur cette problématique. Je crois que lorsque vous avez un réseau de criminels et que vous arrivez à mettre la main sur le chef de bande, d'une certaine manière, vous avez réglé une bonne partie du problème. Mais je ne dis pas que toute la problématique est réglée. Alors, sur la question des conflits ou des règlements des conflits communautaires, d'abord, je dois vous dire que au niveau des institutions du gouvernement, nous avons une politique nationale des règlements des conflits qui a été mise en place et que nous sommes en train d'appliquer. Et il faut comprendre qu'un règlement de conflit communautaire ne se règle pas en une seule activité ou en un laps de temps. C'est-à-dire que lorsque vous vous engagez dans une telle initiative, c'est un processus que vous mettez en place. Et effectivement, nous nous sommes retrouvés dans la province de la Chopo à Kisangani, où nous avons eu l'opportunité d'organiser un forum de paix parce que dans notre politique de règlement de conflits, nous inscrivons cette activité-là, de forum de paix, pour mettre autour d'une table les différentes communautés en conflit, les différentes parties en conflit, leur permettre de discuter, de se dire la vérité et d'arriver à réaliser les méfaits des actions dans lesquelles elles se sont engagées et obtenir un pardon franc et sincère et une conviction et une résolution que le vivre ensemble est la meilleure des solutions. Et tout ça, c'est un processus. Pour arriver déjà à organiser un forum de paix, on ne le fait pas en un jour. Nous l'avons fait dans la Chopo. Je dois vous dire que c'est après près de 6 mois de travaux, de réunions, de voyages même dans la province, des échanges avec les élus nationaux, provinciaux, les différents leaders communautaires. C'est après tous ces travaux-là qu'on a réussi à organiser le forum. Et au forum, on a eu des résolutions. Et parmi les résolutions, il y avait la nécessité d'organiser un rituel traditionnel sur les lieux de la commission de la majorité de ces affres, des crimes d'ailleurs. Et c'est une résolution qui a été prise, que nous avons, nous au niveau du ministère aussi, pris l'engagement de la concrétiser. Et nous sommes maintenant à cette étape-là, en dehors du fait que pour atteindre les objectifs, il n'y a pas que ces questions-là gérées par le ministère de l'Intérieur, il y a plusieurs autres, d'ailleurs, initiatives qui ont été coulées en résolution, qui sont de la responsabilité d'autres secteurs, d'autres ministères, la nécessité de reconstruction des habitats, la nécessité de reconstruction, dans ce cas d'espèce ici, des écoles, des hôpitaux aussi, qui malheureusement ont été détruits. Tout ça sont des activités qui ont été inscrites, coulées en résolution, que nous sommes en train de suivre dans le comité de suivi des résolutions du Forum de paix. Et il y a la rencontre avec le grand rituel traditionnel qui va s'organiser dans la semaine du 20 juin. Donc la semaine du 20 juin, nous allons tous nous retrouver à Kisangani, sur la rive gauche, à Luboya-Bera,
avec tous les concernés, principalement les leaders communautaires aussi, au niveau national et provincial. Et nous allons, ça sera une journée, une cérémonie de fête, de grande réconciliation. Mais ce ne sera pas la dernière étape. C'est l'une des grandes étapes de ce processus-là, parce qu'il y a aussi d'autres activités de reconstruction qui ont été inscrites, que le gouvernement aussi a pris la responsabilité et la charge de les réaliser, que nous sommes en train de suivre, qui vont se réaliser. Donc ici, je profite de votre question, comme nous sommes sur la chaîne nationale, pour confirmer et informer surtout aux populations de la Chopo, de la ville de Kisangani, de la rive gauche, des populations Lengolé et Lengola et Mbolé, que nous avons rendez-vous avec eux dans la semaine du 20 juin pour cette grande fête, qu'ils attendent d'ailleurs depuis, on a eu 2 reports malheureusement, qu'ils attendent à bras ouverts, et nous serons avec eux pour cette grande réjouissance et nous allons suivre tout le processus jusqu'à la fin tel que cela a été décidé par le Forum de paix à travers les différentes résolutions qu'ils avaient identifiées eux-mêmes. Est-ce que la conférence des gouverneurs est un simple rituel? Non, ce n'est pas un simple rituel, c'est d'ailleurs une exigence constitutionnelle. C'est un exercice politique. Et les exercices politiques qui sont principalement, comme celui-ci, un cadre d'évaluation est un exercice d'autocritique aussi. Donc je crois qu'il faut ici arriver à considérer que les décideurs du niveau central et du niveau provincial, les gestionnaires du niveau central et du niveau provincial, ont au cours de cette activité l'opportunité de s'auto-évaluer et de discuter ensemble sur la mise en œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, des politiques publiques. Maintenant, si vous avez bien suivi le déroulement des travaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois, dans la mise en œuvre, on fait une évaluation. Pourquoi on fait l'évaluation? Aussi parce qu'on est conscient que ces résolutions, ces politiques mises en place ne sont pas des initiatives que le politique estime qu'en un claquement de doigts, il atteint les résultats. Et le cadre ici nous permet de nous auto-évaluer. Vous avez fait allusion vous-même à la péréquation. Je crois que vous avez constaté que les organisateurs de la conférence des gouverneurs ont dans un panel invité le directeur général de la Caisse nationale de péréquation. Pourquoi? Pour permettre, parce que c'est une problématique réelle dans la gestion des provinces, la distribution du patrimoine et des avoirs nationaux, une distribution égale, une répartition entre les différentes provinces, c'est une problématique déjà identifiée. C'est pour cela aussi que la caisse de péréquation a été mise en place. Et ici, nous avons estimé qu'il était important que cette institution participe à cette évaluation, à cette réflexion, pour qu'ensemble nous puissions identifier ces difficultés, ces réalités, et qu'ensemble nous puissions prendre ces résolutions qui vont permettre à ce que les différents décideurs des différents niveaux s'investissent davantage pour que cette volonté politique déjà du législateur, mais aussi du gouvernement, des décideurs, soit une réalité. Donc ce n'est pas un simple rituel, c'est un exercice politique de haute facture, de haute valeur, qui permet à faire avancer les grandes décisions, les grandes orientations de la gestion de la chose publique. Voilà, merci. Monsieur le ministre de la Santé. Oui, alors très rapidement, d'abord la situation du VIH se présente comme suit. On a 90% d'adultes qui accèdent au traitement, alors qu'on a seulement 47% d'enfants qui accèdent, première chose.
Deuxième chose, on trouve plus de femmes qui sont atteintes que d'hommes. Ceci expose encore davantage l'enfant, parce que c'est la mère qui porte l'enfant, et la transmission peut se faire de mère à l'enfant. Donc du coup, avec cette situation-là, la solution qui va être poursuivie après cette conférence, c'est comment est-ce qu'on intègre la prise en charge de la mère enceinte par rapport au diagnostic, par rapport au traitement, par rapport à la prévention dans le paquet de la gratuité des soins de la maternité. Parce que malheureusement, le diagnostic, le traitement, ça coûte cher. Mais c'était pris en charge par les bailleurs. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le financement endogène, le financement interne que nous sommes en train de mettre en place vont permettre que nous prenions dans le paquet de base, c'est-à-dire la gratuité de la maternité, le diagnostic, le traitement et surtout la prévention. Deuxième chose, c'est que cela va nous permettre de plus éduquer les partenaires, c'est-à-dire l'homme, pour avoir des relations moins exposées, parce que ça expose l'enfant, ça expose la maman. Je profite de cette question pour montrer l'importance de la gratuité de la maternité. C'est-à-dire que si cette maman a peur de venir aux soins parce qu'elle n'a pas les moyens de les payer, malheureusement, elle va rester avec la maladie dans la communauté et va surtout transmettre à l'enfant. Donc, lever la barrière financière, c'est le premier choix que le président de la République a fait pour qu'on puisse avoir les mamans sous la main pour pouvoir les surveiller. Maintenant, en termes de diagnostic, les tests sont aussi très chers. Avec les moyens qu'on met en place maintenant au niveau des provinces, on peut donc surveiller plus tranquillement, de manière plus assurée, nos mamans. Il y a un autre élément très important, c'est la stigmatisation. Quand quelqu'un a le VIH/SIDA, il a peur de le dire. Quand on diagnostique un enfant, les parents ont peur de le dire. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une stigmatisation. C'est pour cela qu'il fallait mobiliser les gouverneurs pour que tout le monde travaille à diminuer cette stigmatisation, parce que c'est cela qui va permettre que nous puissions avoir nos patients sous la main et pouvoir les aider. Monsieur le ministre, une question, parce que les enfants qui naissent avec les VIH, on peut considérer qu'ils sont victimes de leurs parents. On suppose que dans les consultations prénatales, je ne sais pas s'il existe des examens de tests de VIH en ce moment-là, qui peuvent permettre de savoir si l'enfant peut être affecté ou pas. Et dans des cas extrêmes, faut-il laisser la femme enceinte avec risque d'avoir un enfant atteint de VIH, tout en sachant ce que cela va supposer, accoucher, ou est-ce qu'il faut faire le choix différent? Là, je vous réponds tout de suite. Il ne faut vraiment même pas se poser cette question. La maman doit accoucher. Ça, c'est vraiment pas une question qui se pose. La maman doit accoucher. Mais par contre, ce qui est important à dire, c'est que avec le traitement aujourd'hui, quand on arrive à une maman dont le taux de virus n'est pas détectable, on est quasiment certain que le bébé va naître sans être contaminé, d'une part. D'autre part, parce que votre question, c'est de savoir est-ce qu'il y a moyen de faire le test. Le test que nous faisons systématiquement, c'est le VIH, c'est la syphilis et c'est l'hépatite, pour savoir si la maman a un risque de contaminer l'enfant, et nous la traitons en avance. Mais après la naissance, on doit pouvoir faire le test chez l'enfant. Voilà pourquoi est-ce que nous devons pouvoir... Quelle est la probabilité? Est-ce qu'une femme qui est séropositive, le bébé qui naîtra d'elle sera forcément atteint ou pas? Quelle est la marge? Je viens de répondre que si cette maman séropositive est traitée, on n'a quasiment pas de risque que l'enfant soit contaminé. Donc c'est vraiment une évolution très spectaculaire. Je me rappelle que moi, quand j'ai commencé à faire la médecine et qu'on soignait ces mamans-là, malheureusement, on avait 30% de bébés qui naissaient contaminés. Mais maintenant, on a quasiment... si la maman est bien traitée, on n'a quasiment plus de bébés contaminés. Donc on doit vraiment les diagnostiquer tôt, les traiter pour protéger l'enfant. En résumé, je crois qu'il faut dire, et on le dit, on le redit, on le répète à chaque fois qu'on en a l'occasion. Au ministère de l'Intérieur, nous avons pris aussi la pratique
ou l'habitude de faire des communiqués de presse où nous donnons principalement la situation dans laquelle se trouvent nos populations dans les territoires occupés. Et il faut qu'on arrive à se le dire, et surtout vous, des médias, il ne faut pas hésiter une seule fois, lorsque ces informations vous arrivent, à les porter et les mettre à la disposition des différentes opinions. Il se passe des choses extrêmement graves, affreuses, dans les territoires occupés, et nos populations vivent dans des conditions extrêmement inacceptables, qui sont à un niveau inimaginable en termes des droits humains. Effectivement, nous avons dénoncé, nous avons eu à le faire dans un bon nombre de nos communications. Le Rwanda est en train de mettre en œuvre une politique de transplantation dans les territoires occupés, la transplantation de populations étrangères dans les contrées, principalement du Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, où ils y amènent des populations et ils les installent dans les villages, les collines, les champs qui étaient jadis occupés par des populations congolaises qui ont dû fuir leurs maisons dues à l'insécurité. Ça, c'est une réalité que nous avons dénoncée. Et il y a dans ces entrefaites aussi cette réalité de certaines populations déjà identifiées comme des réfugiés identifiés par le HCR comme des réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, qui ont pris l'initiative de vouloir retourner dans leur pays parce que la zone dans laquelle ils vivaient en République démocratique du Congo se trouve dans une insécurité due à la présence de toutes ces forces armées étrangères, dont le Rwanda et ses supplétifs du M23. Et dans cette même logique-là, le Rwanda en profite pour transplanter dans le sens contraire des populations étrangères, mais aussi elle en profite pour, sous prétexte fallacieux de cette fameuse campagne de la présence des FDLR en République démocratique du Congo, elle en profite pour prendre des populations des populations congolaises qui vivent dans les territoires principalement de Rutshuru et encore de Masisi, pour les amener de force ou les déporter de force à des destinations inconnues. Nous avons reçu un bon nombre d'informations et de dénonciations sur certaines familles qui, aujourd'hui, ont été amenées à des destinations inconnues. Donc, c'est vrai que nous avons beaucoup de craintes pour leur vie. On ne sait pas exactement là où elles sont. D'autres nous font part d'exécutions sommaires. Je crois que vous aviez tous vu au courant de cette semaine comment ces terroristes se comportent dans des villes comme Goma et Bukavu. On a vu une vidéo qui est devenue virale, qui a circulé il y a quelques jours, où ils abattaient un jeune Congolais en le tirant de chez lui devant tout le monde. Donc ce sont ces réalités-là que nous dénonçons. J'ai eu l'opportunité de me retrouver il y a 2 semaines à Genève, où j'ai eu une séance de travail avec les responsables du HCR, où j'ai transmis la sollicitation de la République démocratique du Congo, qui veut à ce que, assez rapidement, le HCR puisse organiser la tripartite, qui est le cadre légalement reconnu dans le système de la gestion des populations réfugiées, la tripartite HCR-RDC-Rwanda, pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver dans ce cadre-là de discussion autour d'une table pour clarifier cette situation-là qui nous met dans beaucoup d'inquiétudes par rapport à nos populations. Voilà pour la question
des déportations, transplantations et déplacements des populations. Alors, la mise en pratique des résolutions, je crois que l'un des indicateurs qui peut nous rassurer, nous tous, d'abord c'est la régularité de l'organisation des conférences des gouverneurs. Et ensuite, c'est cette initiative et cette volonté à évaluer et à donner l'état des lieux de la mise en œuvre des résolutions prises dans le cadre des conférences des gouverneurs. Déjà, ça démontre cette volonté de suivi des décisions ou des résolutions prises. Et je crois que plus nous gérons avec régularité ces activités-là, plus ensemble, à travers les différentes administrations au niveau central et provincial, nous nous interpellons sur la mise en œuvre de ces résolutions-là, vous allez constater que de fil à aiguille, nous allons ensemble atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au cours de ces différentes conférences. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'avoir une conférence qui avait comme thème central la santé. Je suis convaincu que, et ça le ministre de la Santé le fera très bien, je suis convaincu que dans les mois à venir, il aura l'opportunité de dire à l'opinion nationale que des objectifs atteints sont entre autres le fruit des réflexions et des échanges qui ont été faits à la conférence des gouverneurs de Kolwezi. Il aura l'opportunité de dire, peut-être publiquement ou dans ses bureaux, de féliciter le gouverneur X pour avoir atteint dans sa province tel objectif en lui disant « vous avez été à la conférence, vous avez bien suivi les recommandations, vous avez démontré d'un leadership exemplaire et c'est au bénéfice de vos populations. C'était important d'être présent à cette conférence. C'était important d'avoir participé aux différents panels et c'est ça la conférence des gouverneurs. » Voilà. Aujourd'hui, le président de la République a décidé, il a informé, il nous a tous informés que nous allons aller dans les 6 prochains mois dans la province du Kwilu. Il nous donnera la thématique. Ça sera dans un domaine assez particulier de la gestion de la République. Ça portera ses fruits. C'est vrai que lorsque nous ferons l'évaluation de la conférence de Kolwezi, on identifiera nécessairement des difficultés. Parce que c'est ça aussi la gestion de la chose publique, c'est ça aussi la gestion de la cité, la gestion des politiques publiques. On identifiera des difficultés, mais à la sommation, avec la volonté politique, principalement du président de la République, mais aussi du gouvernement et de tous ceux qui accompagnent cette dynamique, à la sommation, on arrivera à constater que cette activité constitutionnelle permet à ce que les politiques publiques se mettent en œuvre, et cela au bénéfice de nos populations. Alors, la troisième question que je n'ai pas très bien saisie, je m'excuse, la particularité de cette conférence. La particularité de la conférence de Kolwezi, les attentes des provinces en termes de rétrocession ou de retenue à la source. Bon, la particularité principale, c'est sa thématique particulière qui est sur la santé. Et je crois que l'engouement qu'elle a eu, je ne sais pas si vous étiez présent, nous avons eu un panel qui a pris 3 heures de temps. Or, dans nos programmations, les panels avaient environ 1h45 d'échange, mais 3 heures de temps, et c'est au niveau de la modération que nous avons dû insister pour qu'on puisse raccourcir ce panel-là. Sinon, les gouverneurs, qui sont les premiers intéressés pour la conférence des gouverneurs, et les panélistes étaient emballés. Et je crois que c'est des choses extrêmement encourageantes pour nous qui organisons cette activité. Ça nous encourage à aller de l'avant.
Maintenant, les attentes des provinces, effectivement, comme je l'ai dit, dans la gestion des questions difficiles à résoudre et à mettre en œuvre, il n'y a pas meilleur exercice que de s'évaluer et s'auto-évaluer le plus régulièrement possible pour identifier les difficultés et permettre à ce que vous puissiez atteindre les objectifs. Je dois vous dire qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, principalement avec le secrétariat général chargé des partis politiques, nous sommes suffisamment alertés et nous travaillons sur cette problématique-là. Nous avons déjà identifié dans certaines provinces et certaines grandes villes un certain nombre de partis politiques qui sont identifiés dans la problématique de la gestion des mouvements des jeunes qui s'apparentent ou qui sont organisés comme des structures un peu proches de mouvements ou organisations paramilitaires. Il faut savoir que la loi sur les partis politiques interdit cela, sanctionne cela, et qu'un parti politique a des objectifs très clairs et très bien identifiés par la loi 004 sur les partis politiques. Nous sommes à une étape où nous sensibilisons ces différents partis politiques, mais cela n'a empêché que sur certains cas, le gouvernement de la République, à travers aussi principalement les initiatives ou les instructions du président de la République, a eu à réprimer. Dans certains cas, à travers la mise en action de procédures judiciaires. Ça s'est fait dans la ville de Kinshasa. Je peux vous énumérer certains cas, dans la province du Congo central aussi. Dans le Haut-Katanga aussi, nous avons de tels groupes. Et pour le moment, au niveau de l'administration, nous sommes dans une phase préventive de discussion, de moralisation. Mais à chaque fois où il y a eu des dérives qui ont énervé l'ordre public, il y a eu des actions judiciaires, de sanctions, de condamnation de ces différents actes. Nous envisageons de passer dans cette sensibilisation et mobilisation à une étape supérieure. On vous tiendra informé et on travaillera nécessairement avec les médias parce que la sensibilisation, c'est aussi la communication. Et pour ce faire, on a besoin de vos canaux de transmission pour mobiliser non seulement les responsables et les gestionnaires des partis politiques, mais aussi l'opinion, la masse, tous ceux qui sont intéressés par l'action politique, surtout notre jeunesse. Il faut aussi considérer dans cette question-là que l'une des grandes difficultés qui font que notre société connaît ces dérives, c'est aussi le fait que dans notre jeunesse, nous avons malheureusement un bon nombre de nos frères et sœurs, de nos jeunes frères, qui n'ont pas eu l'avantage d'être bien encadrés. Et ce qui fait qu'on a une qualité dans certains milieux de jeunes qui sont facilement manipulables et désorientés. Et je crois que c'est ce genre de situations qui ont interpellé le président de la République à initier la gratuité de l'enseignement pour permettre à ce que toute notre jeunesse, tous nos enfants puissent accéder à l'éducation, à la formation, parce que c'est ça qui les protège des organisations qui les désorientent de ce qui est normal et de ce qui est juste, parce qu'un parti politique, c'est une association qui s'organise pour réfléchir sur le développement. Et lorsque vous avez dans une association qui est créée pour développer la société des groupes de jeunes qui font tout le contraire, c'est des déviations. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. J'espère que vous aurez l'occasion de nous dire un mot aussi sur la stratégie des luttes contre la criminalité, les banditismes urbains et les progrès que nous enregistrons dans les minutes qui viennent. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, de votre disponibilité. Vous étiez très à l'ouvrage dans cette
conférence de gouverneurs historique dans une ville de Kolwezi, l'image d'un miracle. Je crois que ça donnait des idées à tous les gouverneurs. Un petit commentaire par rapport à ce point, pour terminer? Oui, c'est une très belle activité qui nous permet de rassembler les 26 provinces et de les faire voyager à travers les différents coins de la République. C'est une opportunité non seulement d'échange d'expérience, mais aussi de visibilité, de miroir pour le lieu choisi. Je crois que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans une province, une ville, où il y a eu un leadership qui a démontré des efforts significatifs en termes de développement, de construction, des initiatives aussi. J'espère que ça pourra créer l'émulation, encourager ou, comment dirais-je, permettre aux autres gestionnaires des provinces de prendre exemple sur ce qu'il y a de positif, là où la conférence des gouverneurs leur permet d'aller. Nous serons dans 6 mois dans une autre province. Ça sera encore une fois un autre type d'expérience, d'échange aussi d'expérience. Et je crois que c'est au bénéfice de nos provinces. Ça consolide aussi la cohésion nationale, parce que c'est ça aussi la nécessité d'avoir ce pays être consolidé dans cette cohésion, surtout en cette période où sur le plan sécuritaire, nous avons des menaces que nous connaissons tous. Nous avons des velléités étrangères qui menacent notre intégrité. Nous avons malheureusement parmi les nôtres, des enfants de cette nation, ceux qui ont choisi la voie de la traîtrise et qui veulent fragiliser cette cohésion nationale. Cette expérience de nous retrouver à chaque fois dans les différentes provinces doit permettre à ce qu'ensemble nous consolidons davantage cette cohésion nationale pour permettre à la nation congolaise de faire face à toutes ces menaces, tous ces dangers, pour que la paix, la sérénité, la quiétude soient une réalité dans toutes nos provinces et au bénéfice de toutes nos populations. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire du Président de la République. Nous lui avons souhaité les vœux, mais qui coïncidait avec l'an 1 de notre gouvernement. On peut dire qu'en un an du gouvernement Souminois, Monsieur le ministre de la Santé, vous les disiez tout à l'heure, on a réussi la gratuité de la maternité, la couverture santé universelle. On a un nouveau centre tertiaire à Lubumbashi. On en a vu ici à Kolwezi. Il y a évidemment la baisse de prix, des prix des denrées alimentaires, la protection du pouvoir d'achat, l'augmentation des réserves de change, l'augmentation des crédits à l'investissement, la mise en œuvre du processus. Une loi de programmation de la police qui va nous permettre de donner à la République démocratique du Congo une nouvelle police, une police à l'image des enjeux et des ambitions de la République démocratique du Congo. Ça aussi, c'est le gouvernement Judith Suminwa en lui-même. Mais merci de me compléter. Il y a des efforts qui sont faits dans les secteurs des hydrocarbures. Nous y reviendrons dans un prochain briefing avec le ministre Molène de Sakombi. Mais il y a presque 2 milliards de dollars qui ont été mobilisés avec la réussite de la 6e revue. Vous avez entendu de parler du projet INGA où 1 milliard vont arriver. Vous avez vu que le gouvernement sur fonds propres relance et pour finaliser la centrale de Katende, de Kakobola, c'est dire que nous sommes plutôt sous des bons auspices. N'eût été cette question de l'Est, de la sécurité de l'Est, on serait. Inscrit les agents de la police nationale congolaise, mais aussi des forces armées de la République démocratique du Congo à la sécurité sociale, au sein de SAP. Mais on a aussi réussi des très bons coups en diplomatie. Et ça, j'aurais bien voulu que vous reveniez dessus, parce qu'après autant d'années que la République démocratique du Congo se retrouve au Conseil d'État, au Conseil de sécurité. C'est vraiment... Conseil de sécurité,
au commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme, Assemblée générale, c'est sans compter tout ce que nous avons pu obtenir dans les cadres du front diplomatique des sanctions contre le Rwanda. Et aujourd'hui, nous sommes en train de regarder vers Washington et Doha pour aboutir dans cette situation de guerre. Entre-temps, en interne, il y a des consultations nationales. Il y a beaucoup à dire sur ce qui a été fait en une année, mais il y a encore évidemment beaucoup d'autres défis. Mais ce soir, nous voulions revenir sur la 12e session de la conférence de gouverneurs qui a bien vécu dans une ville renouvelée d'écologie. On espère que le rendez-vous de Kwilu nous permettra de voir aussi Kikwit ou Bandunduville dans une robe que nous aurons évidemment l'occasion d'admirer. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être restés jusque tard. Il est minuit 38 à Kolwezi. C'est aussi cela votre devoir dans un pays où vous avez un gouvernement les plus rédévables, parce que la rédévabilité, c'est aussi un élément, si nous souhaitons, monsieur le vice-premier ministre, au ministre de la Santé, de notre bilan. Merci et bonne soirée chez vous. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.